Collègues, on va démarrer les 18h30. Donc j'appelle Madame Marie-André Altier est excusée à donner pouvoir à Madame Césarine Sauvadon, Madame Sonia Amalou, Madame Martine Andréon, Madame Laetitia Arnaud a donné pouvoir à Monsieur Christophe Zucconi, Madame Simone Tremblant a donné pouvoir à Monsieur Bruno Taillé, Madame Élodie Bacon, Madame Aline Barouillet a donné pouvoir à Monsieur Denis Yona, Madame Sylvie Bonifaci, Madame Virginie Caligari, Monsieur Daniel Clerc, Madame Marie Bégonia Delgado, présent. Madame Laurence Desfonds-Farjon, Monsieur Gilles Favalier, présent. Monsieur Hervé Flogère, présent. Madame Christine Faudéra a donné pouvoir à Monsieur Franck Marest, Madame Sandra Franzé a donné pouvoir à Madame Laurence Desfonds-Farjon, Monsieur Claude Froment a donné pouvoir à Madame Laurence Piso-Ferrin, Monsieur Juan Garcia m'a donné pouvoir, Monsieur Jean-Marc Garinos a donné pouvoir à Monsieur Hervé Flogère, Monsieur Jean-Pierre Lambertin, Monsieur Jean Lebègue a donné pouvoir à Madame Élodie Bacon, Monsieur Richard Laurandin présent. Et Monsieur Franck Marest. Monsieur Denis Mossy, Madame Laurence Piso-Ferrin, Madame Cathy Ricard, présent. Monsieur Alex Rodriguez a donné pouvoir à Monsieur Richard Laurandin, Monsieur Benoît Sanchez a donné pouvoir à Monsieur Jean-François Tramier, Madame Césarine Sauvadon, présent. Monsieur Bruno Taillé, présent. Monsieur Jean-François Tramier, présent. Monsieur Denis Yona, présent. Monsieur Christophe Zucconi. Bien. Alors, conformément au Code général des collectivités territoriales, il est proposé à l'Assemblée communautaire de désigner notre secrétaire de séance. Je vous propose la candidature de Mme Laurence Desfonds-Farjon. Y a-t-il des abstentions? Vote contre? À l'unanimité, je vous remercie. Il convient d'approuver le procès-verbal de la séance du 5 mai dernier. Est-ce qu'il y a des questions et des observations? Je soumets aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 3, il s'agit de la désignation d'un représentant de notre collectivité dans la commission locale de l'eau du schéma d'aménagement et de gestion de l'eau du LES, considérant que cette commission est chargée de la mise en œuvre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux sur le bassin versant du LES, constitue l'élément de concertation et de coordination des différents acteurs de la gestion de l'eau. Il convient de désigner notre représentant. Il vous est proposé de désigner M. Claude Froment en qualité de représentant de la CCRLP pour siéger au sein de la commission locale de l'eau chargée de la mise en œuvre de ce schéma d'aménagement sur le bassin versant du LES et de m'autoriser à signer tout document se rapportant à ce rapport. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, je vous remercie. Le rapport numéro 4, il s'agit d'un avenant à la convention cadre Petite Ville de demain, signée en avril 2024, valant opération de revitalisation du territoire. Il convient donc de dire que l'État propose aux collectivités de proroger par voie d'avenant les conventions PVD et les ORT, donc les opérations de revitalisation du territoire, jusqu'au 31 décembre 2026. Il convient donc d'approuver l'avenant à la convention cadre passée avec la commune et de m'autoriser à signer tout document. C'est plutôt une bonne nouvelle que le gouvernement prolonge l'opération de revitalisation. Ce n'était pas forcément prévu initialement. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, je vous remercie. Le rapport numéro 5, il s'agit d'une convention de prestation de services. C'est une abrogation et un remplacement de la délibération de 2024 concernant le syndicat d'énergie vauclusien, le SEV, pour lesquels notre collectivité ayant sollicité le bénéfice d'audit énergétique bâtiment. Cette présente convention définit les modalités juridiques, techniques et financières présidant à leur mise en œuvre. Et donc, vous avez dans les propositions ce que le syndicat propose aux collectivités du département de Vaucluse sur les prestations de services ayant pour objet la réalisation d'études énergétiques, notamment des audits énergétiques de bâtiments et des schémas directeurs immobiliers énergétiques et énergies renouvelables. Et donc, il vous est proposé d'approuver les termes de la convention de prestation de services d'audit énergétique des bâtiments et le SEV telle que jointe à ce rapport et d'approuver la participation financière de 38 811 € dans les conditions qui sont fixées au chapitre 3 de la Convention et d'abroger et remplacer la délibération du Conseil communautaire du 27 février 2024 et de m'autoriser à signer cette convention renouvelée. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, je vous remercie. Le rapport numéro 6, il s'agit de la mise en œuvre d'une expérimentation dans le cadre de la mobilité. Monsieur Laurandin.
Merci, Monsieur le Président. Alors, il s'agit de délibérer un projet de convention relative à la mise en place d'une solution technique et à l'attribution d'une aide financière aux covoitureurs par Caros France, avec pour objectif d'assurer le développement de solutions adaptées dans le cadre des trajets domicile-travail. Donc, le covoiturage est une solution facilitant l'accès à l'emploi pour les personnes non motorisées qui permet de réduire les frais de déplacement, de fluidifier la circulation et de baisser les émissions de gaz à effet de serre. Nous souhaitons encourager le développement du covoiturage quotidien comme moyen alternatif à la voiture individuelle, ce qui permet de répondre aux besoins de mobilité des territoires ruraux et périurbains de faible densité. En tant qu'autorité organisatrice de la mobilité sur son territoire, la CCRLP accompagne les changements de pratiques en sensibilisant et en orientant la population vers une plateforme de mise en relation de manière à concentrer l'offre de trajets disponible, tout en accordant une incitation financière aux usagers bénéficiant de la solution. À noter que nous rejoindrions la dynamique lancée par les intercommunalités voisines, Drôme Sud-Provence, Dragas et CEPPG, qui ont récemment rejoint la plateforme Caros, créant ainsi une cohérence entre les solutions techniques proposées au niveau du bassin. Donc les modalités d'incitation financière pourraient être les suivantes. Le passager paye 50 centimes son trajet entre 2 et 30 km, puis 10 centimes supplémentaires par kilomètre jusqu'à 80 km maximum. Le conducteur reçoit 2 € par passager transporté entre 2 et 30 km, puis 10 centimes supplémentaires par kilomètre jusqu'à 80 km maximum. La CCRLP prend en charge la différence entre le conducteur et le passager, soit 1,50 € maximum par trajet. À noter que les trajets éligibles sont ceux d'au moins 2 km et dont l'origine et ou la destination se trouvent sur le ressort territorial de la CCRLP. Cette expérimentation porte sur une prévision de 5100 trajets annuels subventionnables. Une enveloppe budgétaire de 7650 € pourrait être dédiée à ce dispositif sur la durée de l'expérimentation, à savoir 1 an à compter du 1er septembre 2026. La mise en œuvre du dispositif via la plateforme Caros représente un coût prévisionnel annuel global pour la collectivité de 32 322 €, incluant la licence d'exploitation, l'animation et l'accompagnement stratégique, la commission au trajet ainsi que l'enveloppe dédiée aux incitations financières. À noter aussi qu'un financement au titre du Fonds vert, Plan national de covoiturage, de 50% de ce montant sera sollicité. Donc, le Conseil communautaire est appelé à délibérer pour approuver les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation du covoiturage courte distance pour tous les trajets ayant une origine ou une destination sur le territoire de Rhône-Lens-Provence pour une durée dans le cadre d'une contractualisation avec la plateforme unique de covoiturage Caros, selon les modalités décrites ci-dessus. Approuver la gamme tarifaire définie ci-dessus avec un subventionnement de 1,50 € par trajet passager pour une enveloppe financière annuelle de 7650 € pour une année du 1er septembre 2026 au 1er septembre 2027. Approuver les termes de la convention relative à l'attribution d'une aide financière aux covoitureurs par Caros France telle que jointe à la présente délibération. Autoriser le président à signer ladite convention et tout document se rapportant à ce dossier. Dire que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget en cours aux natures et fonctions prévues à cet effet. Merci. Y a-t-il des questions? Monsieur Favalier. Oui, merci beaucoup pour cette excellente initiative. Je voulais simplement savoir quelle communication on allait faire auprès des administrés pour mettre en valeur cette initiative. Merci. Monsieur Marest. Oui, je voulais. Donc, je suis un petit peu d'accord. Oui, il y a des endroits où il y a des parkings prévus, il y a où est-ce que les gens se rencontrent, est-ce que c'est quelque chose qui a déjà marché, est-ce qu'on a déjà des statistiques, et si ça ne marchait pas, on arrête, est-ce que c'est quelque chose qui est subventionné même si ça fonctionne moins bien, jusqu'où, comment les gens vont le savoir, voilà, comment ça se met en œuvre, quoi. Bon, d'abord, vous dire que c'est une... Monsieur Mossy. Oui, j'avais participé à la présentation de à la fois Kéros et Atchoum. Les retours d'expérience, on n'en a pas énormément pour le moment. Ce qui est important, c'est qu'au bout d'un an, on ait réellement le retour d'expérience sur notre interco, puisqu'on aura fonctionné 1 an et que la convention est pour 1 an. Moi, je reste persuadé que la mobilité marchera si on a un guichet de mobilité. Ce n'est pas depuis des plateformes éloignées que les gens vont organiser leur transport. Donc, il faudrait à un moment donné se poser la question de guichet de mobilité. Et puis, pour avoir discuté avec quelques chefs d'entreprise qui étaient autour de table avec Jean-Pierre Lambertin, qui présidait la réunion, certains donnent une prime transport.
Et ils ne regardent pas s'ils sont 4 dans le véhicule. Donc les 4 perçoivent la prime transport suite à la suppression des cars qu'on avait notamment à Mondragon. On avait un beau dépôt de cars qui partait tous les matins, sauf que les cars étant vides, les entreprises préfèrent donner de l'argent aux conducteurs sans se préoccuper de savoir s'ils sont en covoiturage ou pas. Et ma foi, s'ils sont en covoiturage, ça leur fait une petite prime mensuelle. Donc je suis un peu sceptique, j'avais dit le jour de la commission, s'il n'y a pas de guichet de mobilité, et la question de M. Favelli est judicieuse, c'est il faudra vraiment mettre le paquet si on veut que ça fonctionne, parce que je ne suis pas persuadé que ça marche forcément. C'est un peu moins vrai pour Atchoum, qui m'a paru plus cohérent dans sa présentation, et je sais que sur Vaison-la-Romaine, ça fonctionne, et ça fonctionne pas trop mal au niveau d'Atchoum, parce que je connais des élus qui m'en ont parlé, et moins au niveau de Kéros. Alors, sur ce dispositif, d'abord, ça s'inscrit dans une politique publique dédiée au transport. C'est important, la question de la mobilité. Vous le verrez dans l'ensemble de cette séance du Conseil, que ce soit le mobilier urbain jusqu'à la notification de marché de transport et en partenariat avec ces actions. Donc c'est plutôt un engouement qui est fait et qui est cohérent vis-à-vis de nos voisins. Je pense que c'est important de le préciser. Si on avait choisi les dispositifs carrosses et que nos voisins de Drôme-Sud-Provence, du Rhône aux gorges de l'Ardèche ou d'ailleurs n'auraient pas fait le même choix, je pense que ça aurait été un frein. Parce qu'en effet, vous l'avez compris, notre territoire se prête quand même à ce qu'on travaille avec les barrières administratives que sont nos EPCI. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est une alternative plus intelligente et plus pertinente à tout ce qui peut être les dispositifs que je ne citerai pas, qu'on peut retrouver dans les publicités nationales sur ces dispositifs d'accompagnement au transport, je pose ma voiture, on covoiture, etc. Et qui se fait dans des ratios, vous l'avez vu, sur le conducteur et sur les incitations financières qui sont celles qui sont présentées dans le rapport et qui sont plutôt cohérentes. Le deuxième dispositif, c'est que ça permet de répondre à un besoin qui a été fait dans les études qui ont été lancées par la communauté de communes et pour lesquelles nous avons eu des réponses des habitants de nos territoires qui nous disaient que forcément le bus n'était pas forcément leur méthode de déplacement parce que ça répondait quelquefois pas géographiquement à exactement là où ils voulaient aller. Et puis, vous l'avez compris, le bus se limitant à une barrière administrative quand il est piloté par la CCRLP, c'est compliqué. Même si je rappelle quand même qu'au passage, il y a 10 bus par jour qui font le trajet d'Orange jusqu'à Montélimar et qui s'arrêtent sur l'ensemble de notre territoire et qui prennent le matin jusqu'au soir des voyageurs. Et que nous avons lancé au travers, avec le cabinet Eureka, la définition d'un schéma de déplacement qui met la gare de la Croisière au centre de notre politique de transport et qui apporte de la cohérence vis-à-vis de tout ça. Et puis on en parlera dans quelques temps des travaux d'aménagement que nous souhaitons porter sur la réhabilitation du parking de la gare de la Croisière et du travail que nous faisons aujourd'hui avec Gare et Connexion, enfin la SNCF et la direction régionale. Donc je dirais que Carrosse, c'est un petit bout de la grande compétence transport pour lesquelles nous souhaitons apporter des réponses, même si, bien souvent, certains chefs d'entreprise, vous avez raison de le souligner, nous disent sur votre territoire, il est tellement petit que quand une personne démarre une voiture, il prend plusieurs collaborateurs, et il n'a pas forcément besoin de s'arrêter pour le faire. Voilà. Donc c'est un dispositif incitatif qui permet, je crois, de répondre à des besoins de transport réguliers ou autres de personnes qui se déplacent sur le territoire, qui ont l'habitude de le faire, qui vient en partenariat, je le rappelle quand même, puisque dans la mobilité, nous avons la mobilité senior qui continue d'accompagner, notamment je travaille avec le CCAS de la ville de Bolène sur la mobilité de nos aînés, pour lesquels nous avons élargi les barrières administratives, où désormais, si vous devez vous déplacer pour un médecin qui est dans la Drôme ou ailleurs, le transport se fait, alors qu'avant, le règlement ne permettait pas de sortir du périmètre de notre territoire, ce qui était problématique dans le cadre de la désertification médicale, on s'y est adapté. Voilà. Si vous avez un spécialiste qui est à Rochegude, vous pouvez très bien bénéficier du système et on vous amène jusqu'à Rochegude. Je prends l'exemple de Rochegude, j'aurais pu prendre... Donc ça, c'est à mon avis important de dire qu'aujourd'hui, les collectivités
s'adapte à cela. Et bien évidemment que, comme toutes les politiques publiques, il faudra faire une évaluation pour savoir de la pertinence de tout cela, comme on a pu avoir des retours sur la fréquentation des bus et des usages sur notre territoire par rapport aux dessertes qui ont été proposées et aux nouveaux arrêts de bus que nous avons créés. Parce que je rappelle que nous avons des arrêts de bus, nous avons eu des demandes, par exemple, pour les adultes du foyer d'adultes handicapés sur l'avenue Sadi Carnot qui demandaient le dimanche de pouvoir avoir un arrêt de plus pour permettre de rentrer dans leur famille ou de pouvoir rentrer d'un week-end. Et nous l'avons fait et ils sont plutôt satisfaits. Donc voilà, ça je pense que c'est important de pouvoir le porter comme tel. Donc voilà, nous sommes autorité organisatrice. Je pense que nous avons bien fait en 2021 de garder la compétence de la mobilité plutôt que de l'envoyer à Marseille piloté par la région. Parce que je ne suis pas certain qu'aujourd'hui on aurait ces débats-là, puisqu'on serait dépossédé totalement de la compétence des transports. Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, je vous remercie. Le rapport numéro 7, il s'agit cette fois d'une convention avec l'association Atchoum Mobilité Village. Monsieur Laurendin. Oui, je profite juste en fait pour répondre à Monsieur Marest. Il s'agit, la délibération qu'on vient de passer, c'est une expérimentation, la durée d'une année, avec un plafond en fait maximum. Voilà, c'est pour vous préciser. Alors, il s'agit maintenant de délibérer donc un projet de convention relative à la mise en place de la solution de covoiturage solidaire fournie par l'association Atchoum Mobilité Village sur notre territoire. Nous le proposons car la CCRLP représente des secteurs peu desservis par les transports collectifs et nécessitant des dispositifs complémentaires, notamment pour les publics isolés ou non motorisés. Le dispositif proposé par l'association Atchoum Mobilité Village constitue un service de mobilité solidaire et de proximité reposant sur le principe du covoiturage qui répond prioritairement aux besoins de déplacement des personnes en difficulté, notamment sans moyen de mobilité, grâce à la mise en relation des conducteurs volontaires et des passagers participant aux frais de trajet. C'est ce qui la différencie en fait avec la délibération précédente qui était plus professionnelle, on va dire, sur des trajets de domicile-travail. Là, on est sur des trajets de type, on va dire, solidaire. Donc, Atchoum Mobilité Village propose une solution souple, opérationnelle et peu coûteuse qui permet d'améliorer l'accès aux services, aux commerces, aux équipements publics et pôles de santé. Il convient donc d'expérimenter cette offre afin d'en évaluer l'efficacité et l'usage réel par les habitants du territoire. Les modalités de la solution sont les suivantes. L'association propose sa plateforme de covoiturage dédiée, notamment un site internet d'intermédiation entre offres et demandes de trajet, accompagné d'une application web, mais aussi, et c'est intéressant, un centre d'appel permettant la prise en charge et la gestion des trajets pour les personnes en déficit d'usage des outils numériques. La participation du passager aux frais de trajet du conducteur volontaire est fixée à 32 centimes par kilomètre, avec un minimum de 3,75 € par trajet. L'association propose de fournir des tickets mobilité pour les personnes ne souhaitant pas ou ne pouvant pas utiliser de carte bancaire pour le règlement des trajets. Donc vous l'aurez compris, un public peu à l'aise avec les outils numériques ne se sentiront donc pas exclus du dispositif. Mieux, ils seront complètement intégrés dans la démarche de covoiturage solidaire. Le déploiement de cette solution représente un coût prévisionnel estimé à 45 146 € sur 3 ans, évalué en fait à 60 centimes par habitant du territoire, incluant l'animation, le reporting et la communication. Tout comme la délibération précédente, une subvention au titre du Fonds vert pourrait être mobilisée à hauteur de 50% des coûts de la première année, soit 11 309 €, afin de réduire le reste à charge pour la collectivité. À noter là aussi que les trajets éligibles sont ceux effectués sur le territoire de la CCRLP. La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature pour une durée de 3 ans, renouvelable par tacite reconduction. Le Conseil communautaire est appelé à délibérer pour approuver les termes de la convention entre l'association Atchoum, Mobilité Village, et la CCRLP, telle que jointe en annexe, d'autoriser le président à signer ladite convention et tout document se rapportant à ce dossier, et dire que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget en cours aux natures et fonctions prévues à cet effet. Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité. Je vous remercie. Rapport numéro 8, il s'agit d'une convention avec le conseil départemental de Vaucluse. Monsieur Flogère. Merci Président, Mesdames et Messieurs, bonsoir. Vu le projet de convention d'utilisation des installations sportives intercommunales par les collèges publics vauclusiens tels que proposés en annexe, considérant que la piscine de la ville de Bolène est reconnue d'intérêt communautaire, considérant qu'il est nécessaire de formaliser les modalités d'utilisation et les modalités de calcul et de versement de la participation financière,
Le Conseil communautaire est appelé à délibérer pour approuver les termes de la convention à passer avec le Conseil départemental de Vaucluse, telle que jointe à la présente délibération, définissant les modalités financières d'accès des élèves du collège Henri Boudon à l'espace aquatique intercommunal à compter du 1er septembre 2026 pour une durée de 5 ans. Autorisé, le président a signé la dite convention et tout document se rapportant à ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité. Je vous remercie. Rapport numéro 9. Il s'agit cette fois d'une convention sur l'espace aquatique par le collège Paul-Éluard. Monsieur Flogère. Sur les mêmes bases de la précédente délibération, le Conseil communautaire est appelé à délibérer pour approuver les termes de la convention passée avec le Conseil départemental de Vaucluse, telle que jointe à la présente délibération définissant les modalités financières d'accès des élèves du collège Paul-Éluard à l'espace aquatique intercommunal à compter du 1er septembre 2026 pour une durée de 5 ans et d'autoriser le président à signer la dite convention et tout document se rapportant à ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport numéro 10, il s'agit du renouvellement de la convention tripartite entre la CCRLP, la commune de Bolène et la PEI d'Orange. Monsieur Tramier. Considérant que la classe unité d'enseignement maternel autisme UEMA offre à 7 enfants de 3 ans à 6 ans présentant des troubles du spectre autistique important une scolarisation à temps plein, dans un cadre spécifique et sécurisant en milieu scolaire ordinaire et un accompagnement pluridisciplinaire précoce, individuel et collectif, visant à l'inclusion scolaire. Elle assure donc la scolarité et met en œuvre des prestations médico-sociales spécifiques. Considérant que la CCRLP, la commune de Bolène et l'API souhaitent poursuivre leur partenariat pour maintenir la classe UEMA au sein du groupe scolaire des Tamaris. Considérant que la présente convention est conclue pour une durée de 3 années à compter du 1er septembre 2026 jusqu'au 31 août 2029, le Conseil communautaire est appelé à délibérer pour approuver le terme de la convention tripartite entre la CCRLP, la commune de Bolène et l'API d'Orange, telle que jointe à la présente délibération, pour la mise à disposition de locaux et de matériel au sein de l'école maternelle des Tamaris au bénéfice de la classe UMA. Autoriser le président à signer la dite convention et tout document se rapportant à ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions sur ce rapport? Je soumets aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité. Je vous remercie. Rapport numéro 11. Monsieur Tramier. Considérant que l'unité d'enseignement élémentaire autorise l'UEEA offre à 10 enfants de 6 ans à 11 ans présentant des troubles du spectre autistique importants une scolarisation à temps plein dans un cadre spécifique et sécurisant en milieu scolaire ordinaire et un accompagnement pluridisciplinaire, individuel et collectif visant à l'inclusion scolaire. Elle assure donc la scolarité et met en œuvre les prestations médico-sociales spécifiques. Considérant que la CCRLP, la commune de Bolène et l'API souhaitent poursuivre la démarche engagée depuis plusieurs années en classe de maternelle avec la création de cette classe en élémentaire. Considérant que la présente convention est conclue pour une durée de 3 années à compter du 1er septembre 2026 jusqu'au 31 août 2029, le Conseil communautaire est appelé à délibérer pour approuver les termes de la convention tripartite entre la CCRLP, la commune de Bolène et l'API d'Orange, telle que jointe à la présente délibération pour la mise à disposition des locaux et de matériel au sein de l'école élémentaire Joliot-Curie au bénéfice de la classe U2EA. Autoriser le président à signer la dite convention et tout document se rapportant à ce dossier. Merci. Oui, comme on s'était engagé en 2020 en créant cette classe d'école maternelle dans le groupe des Tamaris, qui a nécessité des travaux importants, puisque les enfants autistes doivent évoluer dans une lumière tamisée, dans une ergonomie de meubles et autres. Pour cet enfant, on crée, et j'en suis très heureux, que notre territoire montre à quel point il est solidaire de ces enfants qui sont atteints d'un trouble autistique. Nous créons 10 places en cette rentrée dans l'école élémentaire Joliot-Curie pour permettre d'avoir la continuité de ces enfants qui sont allés à l'école maternelle et de pouvoir être dans un environnement propice à la scolarité, parce que si cet environnement n'existe pas, ils doivent aller ailleurs ou tout simplement être intégrés dans des classes avec d'autres élèves. Voilà, donc c'est plutôt une belle création.
avec la volonté de la PEI de ne pas mettre toutes les classes dans le même groupe. C'est pour ça que, pour répondre à la question qu'il pourrait y avoir, pourquoi on n'a pas créé dans l'école élémentaire des Tamaris, on le fait à Joyaux-Curie pour avoir une autre école dans laquelle nous allons aménager, vous l'avez compris, des salles pour permettre d'accueillir ce public et permettre à des parents de ne pas courir partout pour mettre leurs enfants. Voilà, donc c'est plutôt une belle chose d'avoir un territoire pour tous et nous en sommes très fiers. Voilà. Qui s'abstient sur ce rapport, qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité, je vous remercie. Il s'agit d'une convention type, le rapport numéro 12 de partenariat avec la CCRLP, la direction académique de Vaucluse, Monsieur Flogère. Merci, Président. Vu le projet de convention type de partenariat proposé en annexe, considérant que le dispositif Orchestre à l'école témoigne de la volonté commune des partenaires d'œuvrer à l'éducation artistique et culturelle et permet de faire découvrir puis de faire pratiquer la musique en ensemble orchestral à des enfants, le Conseil communautaire est appelé à délibérer pour approuver les termes de la convention type de partenariat à passer avec la direction académique de Vaucluse, telle que jointe à la présente délibération relative à la participation des enseignants du réseau intercommunal des enseignements artistiques aux activités d'enseignement au sein des collèges dans le cadre de dispositifs orchestre à l'école à partir du 14 septembre 2026 jusqu'à la fin de l'année scolaire 2026-2027, sauf dénonciation par l'une des parties, par lettre recommandée, et bien sûr d'autoriser le président à signer la dite convention et tout document se rapportant à ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Rapport numéro 13. Il s'agit d'une demande d'autorisation d'ouverture dominicale. Madame Desfonds-Fargeon. Bonsoir. Donc le gérant du Carrefour Contact à Mondragon a sollicité le maire de Mondragon, Benoît Sanchez, pour l'ouverture de son magasin lors des dimanches des 5, 12, 19 et 26 juillet 2026 et des 2, 9, 16, 23 et 30 août 2026. Dans la mesure où il s'agit de 9 dimanches et donc que cela dépasse le nombre de 5, eh bien le maire de Mondragon sollicite l'avis, comme il en a l'obligation, de la CCRLP sur cette question de l'ouverture des dimanches. Le conseil communautaire est donc appelé à délibérer pour émettre un avis favorable à la demande d'ouverture de l'enseigne Carrefour Contact à Mondragon lors des 9 dimanches de juillet et août 2026. Il lui revient également d'autoriser le président à signer tout document se rapportant à ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Monsieur Mossy. Je suppose que c'est l'après-midi parce qu'il est ouvert tous les dimanches matins de toute l'année. Oui, c'est le dimanche complet. D'autres questions? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité. Je vous remercie. Rapport numéro 14. Il s'agit de l'association Aprova. C'est une subvention annuelle de fonctionnement. Madame Desfonds-Fargeon. Donc, comme depuis plusieurs années, l'association Aprova sollicite auprès de la CCRLP une subvention de fonctionnement, donc là pour l'année 2026. L'association Aprova, c'est une association qui accompagne donc les associations sur notre territoire en leur proposant notamment des ateliers de formation à destination des bénévoles, par exemple sur la gestion financière et associative, pour l'élaboration d'un budget, pour les accompagner dans le cadre de leur demande de subvention. Aprova propose également aux associations un accompagnement personnalisé. Donc c'est un accompagnement qui est très intéressant pour nos associations du territoire et qui rencontre un certain succès. La demande de subvention annuelle de fonctionnement qui a été déposée par l'association Aprova 84 représente un montant de 7 300 €. Il est donc proposé au Conseil communautaire d'attribuer une subvention annuelle de fonctionnement d'un montant de 7 300 € au titre de l'année 2026 à l'association Aprova 84, de dire que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget principal en cours aux natures et fonctions prévues à cet effet et d'autoriser le président à signer tous les documents se rapportant à ce dossier. Merci Madame. Et j'invite chacun dans nos communes à faire la promotion d'Aprova 84 pour notre tissu associatif, parce que nous finançons une subvention annuelle de fonctionnement et nous avons quand même la sensation que tout le monde ne s'en saisit pas. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est... pardon. Je n'avais pas une question, mais une requête, Monsieur le Président. Si pour tous les rapporteurs là sur les subventions aux associations, si vous vouliez avoir la gentillesse de nous préciser à quelles compétences elles sont rattachées. D'accord, très bien.
Donc là, en l'occurrence, sur la question de l'économie sociale et solidaire. Donc Et le développement économique. Oui, donc toutes les demandes de subventions sur lesquelles je vais rapporter se rattachent effectivement à la compétence obligatoire développement économique. Qui s'abstient, qui est contre, à l'unanimité. Je vous remercie. Apport numéro 15, il s'agit de l'association du Club des entrepreneurs du Nord-Vaucluse, une subvention. Madame Desfonds-Fargeon. Donc cette association du Club des entrepreneurs du Nord-Vaucluse, vous la connaissez tous, depuis de très nombreuses années. Elle assure un rôle d'accompagnement personnalisé des chefs d'entreprise, de promotion également de notre territoire. À ce titre, elle organise de nombreux événements, mais également des formations à destination de nos chefs d'entreprise. Elle permet également aux entreprises de renforcer leur réseau et de monter en compétences. La demande de subvention de fonctionnement annuel qui a été déposée par le CENOV représente un montant de 15 000 €. Le conseil communautaire est appelé à délibérer pour attribuer une subvention annuelle de fonctionnement d'un montant de 12 000 € au titre de l'année 2026 à l'association CENOV. Il revient également au conseil communautaire de dire que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget principal en cours aux natures et fonctions prévues à cet effet et d'autoriser le président à signer tout document se rapportant à ce dossier. Merci Madame. Y a-t-il des questions? Monsieur Favalier. Oui. Qu'est-ce qui justifie qu'on ne donne pas suite aux 15 000 €? Alors, tout simplement parce que nous avons passé en conférence des maires ce dossier avec l'ensemble des actions qui sont portées et que cela a été vu par la vice-présidente au développement économique dans le cadre de sa commission et qu'il a été arbitré par les élus de pouvoir justifier peut-être de ne pas nécessiter 15 000 € pile, mais ce montant-là correspond, je crois, vous me dites si je me trompe, mais au niveau de subvention de l'année dernière, voilà, donc de reporter le montant. Si je peux préciser également, en fait, les événements, formations sont un peu les mêmes, si vous voulez, le programme qui est proposé, le programme d'action est le même que l'année précédente, et donc le choix a été fait en fonction même chose du nombre d'adhérents et des actions qui sont portées, de conserver le montant de cette subvention. Merci, Monsieur Marest. Par rapport aux entreprises et ce qu'on entend à la télé dans toutes les émissions, il y a la révolution de l'intelligence artificielle. Et je pense que de simple comptabilité, de simple organisation, de demande de subvention et tout, je pense que tous ces organismes-là seraient bienvenus de savoir, surtout sur une certaine population qui en a peur et d'autres qui l'utilisent à tort et à travers, d'avoir des formations là-dessus pour que ce ne soit pas ni un diable, ni quelque chose, une solution automatique. Et là, dans les descriptifs, je ne vois pas grand-chose sur ce sujet, quoi. Donc le CENOV, depuis l'année dernière, organise des formations justement à l'usage de l'intelligence artificielle, de même d'ailleurs que l'association Bolène Active dont on parlera tout à l'heure. Donc cet accompagnement à la transition numérique et à l'usage de l'intelligence artificielle est réalisé par nos associations sur le territoire. Et je crois même qu'il y a un intervenant qui est venu il n'y a pas très longtemps à la salle Brassens pour parler de cela auprès des chefs d'entreprise de notre territoire. Ça devait être au mois d'avril, dans la période d'après-élection. Ouais. Très bien. Y a-t-il d'autres interventions? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Le rapport numéro 16, il s'agit de l'association des commerçants et artisans Mondragonnais. Subvention annuelle de fonctionnement, Madame Desfonds-Fargeon. Donc cette association des associations Action Profession Mondragon, donc c'est une association qui est elle un petit peu plus récente et qui s'est donnée donc pour mission d'accompagner les commerçants et professionnels de Mondragon, notamment dans le cadre de réunions d'information sur la communication, les réseaux sociaux, dans le cadre également de la nécessité pour ces commerçants et professionnels de constituer leur réseau et pour leur assurer une visibilité sur le territoire communal et les engager dans des actions d'animation commerciale.
La demande de subvention annuelle qui a été déposée par l'association Action Profession Mondragon est de 7 700 €. Le conseil communautaire est appelé à délibérer pour attribuer une subvention annuelle de fonctionnement d'un montant de 4 500 € au titre de l'année 2026, de dire que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget principal en cours aux natures et fonctions prévues à cet effet, d'autoriser le président à signer tout document se rapportant à ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité. Je vous remercie. Rapport 17, il s'agit de l'association du réseau Entreprendre. Ronde Durand, c'est une subvention annuelle de fonctionnement. Madame Desfonds-Fargeon. Donc le réseau Entreprendre, c'est une association qui regroupe des chefs d'entreprise qui sont en activité et qui a pour mission d'accompagner les créateurs et repreneurs d'entreprises lorsqu'il s'agit d'activités à fort potentiel, notamment en matière de création d'emplois ou de rayonnement du territoire. Et c'est une association en fait, qui accorde des prêts d'honneur de 15 000 à 90 000 € à ces entreprises en cours de création ou de développement, ainsi qu'un accompagnement individuel et collectif de 2 à 3 ans. La demande de subvention annuelle qui a été déposée par l'association Réseau Entreprendre Ronde Durand est d'un montant de 5 000 €. Le conseil communautaire est appelé à délibérer pour attribuer une subvention annuelle de fonctionnement d'un montant de 5 000 € au titre de l'année 2026 au Réseau Entreprendre Ronde Durand, de dire que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget principal en cours aux natures et fonctions prévues à cet effet, et d'autoriser le président à signer tous les documents se rapportant à ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Rapport 18, il s'agit de l'association L'Outil en Main. C'est une subvention annuelle de fonctionnement. Madame Desfonds-Fargeon. Donc l'association L'Outil en Main, c'est une association bolénoise bien connue qui a pour but l'initiation des jeunes âgés de 8 à 15 ans au métier manuel de l'artisanat, du patrimoine ainsi qu'au métier d'art, donc dans le cadre de la transmission de leur savoir-faire, avec l'aide et le soutien de la ville de Bolène et de la CCRLP. Le nombre de jeunes qui sont accompagnés et reçus par l'Outil en Main a augmenté de 50% en 2026 par rapport à 2025. Et donc, c'est un projet qui rencontre un succès continu depuis sa création en 2012. La demande de subvention annuelle qui a été déposée par l'association L'Outil en Main représente un montant de 6 000 €. Le conseil communautaire est appelé à délibérer pour attribuer une subvention annuelle de fonctionnement d'un montant de 4 000 € au titre de l'année 2026 à l'association L'Outil en Main de Bolène, de dire que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget en cours aux natures et fonctions prévues à cet effet, d'autoriser le président à signer tous les documents se rapportant à ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Monsieur Marest. En fait, je suis très content qu'il y ait ce genre de succès, parce que je ne sais pas si vous l'avez connu pour les plus anciens, on avait à l'école, au collège, justement des cours de ce qu'on appelait travaux manuels. Et en fait, ils ont disparu de l'enseignement général, et en fait, ils reviennent par la petite porte par les associations. Donc je trouve ça formidable de les aider. Merci, ça fait en effet plusieurs années qu'on les aide. Toutefois, on en parlait avec Monsieur Clerc. Attention, vous savez que on lie les enfants avec des professionnels et il y a de moins en moins de professionnels. Voilà. Et donc la sonnette d'alarme, et si on peut faire passer un message ce soir, c'est que tous les professionnels qui détiennent de l'or dans leurs mains et qui accompagnent, de pouvoir se rapprocher de l'outil en main pour pouvoir être ces porteurs d'avenir sur l'outil en main, parce que si ces maçons, ces ébénistes, ces professionnels ne sont plus là, alors le modèle de l'outil en main tombe, puisque c'est un professionnel avec un jeune en face. Voilà. Donc je pense que c'est important quand même de le dire, mais on est très heureux bien évidemment, et on les accompagne par cette subvention, mais aussi la ville les accompagne, la ville de Bolène, par l'achat des matériaux pour qu'ils puissent justement faire leurs travaux. Voilà. Donc qui s'abstient, qui est contre, je vous remercie. Le rapport 19, il s'agit de l'association Bolène Active. C'est la subvention annuelle de fonctionnement, et bien évidemment je demanderai à tous ceux qui de près ou de loin sont membres de cette association de quitter la salle. Madame Desfonds-Fargeon. Donc l'association Bolène Active assure depuis plusieurs années un rôle essentiel de promotion, de redynamisation du commerce de proximité et du centre-ville de Bolène, et d'accompagnement des commerçants et artisans et professionnels de la ville de Bolène.
L'association organise notamment des événements à forte visibilité. Certains concernent l'animation du centre-ville de Bolène, ainsi que des formations à destination des commerçants et artisans. L'association donc sollicite une subvention annuelle de fonctionnement d'un montant de 12 000 €. Le conseil communautaire est appelé à délibérer pour attribuer une subvention annuelle de fonctionnement d'un montant de 12 000 € au titre de l'année 2026 à l'association Bolène Active, de dire que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget principal en cours aux natures et fonctions prévues à cet effet. Et enfin, il revient au conseil communautaire d'autoriser le président à signer tout document se rapportant à ce dossier. Merci Madame. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité. Je vous remercie. On peut rappeler, Monsieur Laurendin. Rapport numéro 20, il s'agit du syndicat d'initiative de Bolène. Madame Ricard. Merci Président. Chers collègues, comme vous le savez, depuis le 1er janvier 2017, la communauté de communes exerce la compétence promotion du tourisme. Et c'est à ce titre que nous sommes sollicités par le syndicat d'initiative qui nous demande d'abonder à leur budget à travers une subvention à hauteur de 1 800 €. Donc il s'agit ici ce soir de délibérer pour attribuer une subvention annuelle de fonctionnement de montant de 1 800 € au titre de l'année 2026 au syndicat d'initiative de Bolène. Que dire que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget annexe de l'Office de tourisme en cours en nature et fonctions prévues à cet effet, et bien sûr d'autoriser le président à signer tous les documents se rapportant à ce dossier. Et avant de passer au vote, je demande à tous ceux qui sont liés de près ou de loin dans les activités du syndicat de sortir et quitter la salle. Madame Delgado a quitté la salle. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Rapport numéro 21, il s'agit toujours du syndicat d'initiative. Donc, Madame Delgado, 2 secondes. Il s'agit de l'attribution d'une subvention pour les cours étoilés. Madame Ricard. Alors, sur les mêmes compétences, donc il s'agit ici d'attribuer une subvention exceptionnelle de 1 500 € au syndicat d'initiative de Bolène dans le cadre de l'organisation spécifique de l'animation Les Cours Étoilés. Dire que ces fonds nécessaires seront prélevés aussi sur le budget annexe de l'Office de tourisme en cours nature et fonctions prévues à cet effet et d'autoriser le président à signer tous les documents. Merci. Et la date des cours étoilés sera le 12 août cette année. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, je vous remercie. Madame Delgado, vous pouvez revenir. Comité des fêtes de la Palue, rapport 22, il s'agit de l'attribution de la subvention exceptionnelle à l'occasion de la fête des balais. Madame Ricard. Vous connaissez tous la fête de village qui a un franc succès sur la commune de la Palue. Nous sommes sollicités ici pour une aide financière à hauteur de 80% du budget. Donc une subvention exceptionnelle de 2 000 € nous est demandée. Le conseil communautaire est donc appelé à délibérer sur cette demande, attribuer une subvention exceptionnelle de 340 € au comité des fêtes de la Palue dans le cadre de ces animations organisées pour la fête des balais et dire que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget annexe de l'Office de tourisme en cours nature et fonctions prévues à cet effet. Enfin, autoriser le président à signer tous les documents. Merci, en m'assurant qu'il n'y ait pas de membres du comité des fêtes de la Palue. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 23, il s'agit de l'association Les Corsos de la Palue. Madame Ricard. Voilà, une autre association qui nous sollicite sur la même animation. Donc, il s'agit ici d'attribuer une subvention exceptionnelle de 340 € à l'association Les Corsos de la Palue au titre de l'animation organisée par la fête des balais. Dire que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget annexe de l'Office de tourisme et autoriser le président à signer tous les documents. Merci. Est-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, je vous remercie. Le rapport numéro 24, il s'agit de l'association Le Staff de la mairie de La Palue. Madame Ricard. Alors, sur le même sujet, donc, il s'agit ici d'accorder une subvention exceptionnelle de 340 € à l'association Le Staff de la mairie de La Palue
dans le cadre de l'organisation d'une soirée musicale lors de la fête de la musique et que ces fonds seront prélevés sur le budget annexe de l'Office de tourisme et aussi d'autoriser le président à signer tous les documents. Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, je vous remercie. Le rapport numéro 25, il s'agit du comité des fêtes de Mondragon et je me dois de demander à ceux, merci monsieur le vice-président, de quitter la salle, de ceux qui sont membres du comité des fêtes. Madame Ricard. Alors, il s'agit ici de la commune de Mondragon qui nous sollicite pour la fête du Drac. Alors, et il s'agit ici d'attribuer une subvention exceptionnelle de 1 000 € au comité des fêtes de Mondragon. Dans le cadre donc de cette fête, dire que ces fonds seront prélevés aussi sur le budget annexe de l'Office de tourisme et autoriser le président à signer tous les documents. Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 26, il s'agit de l'association Barrière, l'attribution d'une subvention exceptionnelle au titre des chantiers de restauration complémentaire du village troglodytique. Et je vous informe que M. Taillé ne prendra ni part au vote ni au débat, ainsi que le pouvoir de M. Claude Froment. Madame Ricard. Très bien. Ces précisions étant apportées, donc il s'agit ici de soutenir cette association et vous savez tous l'excellent travail qui est mené sur ce site touristique. Il s'agit ici d'attribuer une subvention exceptionnelle d'un montant de 900 € à l'association Barry Aéria au titre donc d'un chantier de restauration en complément des travaux en cours dans le village troglodyte. Dire aussi que ces fonds nécessaires seront prélevés sur le budget annexe de l'Office de tourisme et autoriser le président à signer tous les documents qui en découlent. Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? On est content de pouvoir subventionner Barrière pour accompagner la qualité de la restauration et faire en sorte que les végétaux n'envahissent pas les travaux qui ont été faits. Donc il n'y a pas de vote contre, pas d'abstention. Je vous remercie. On peut peut-être rappeler Monsieur Taillé. Merci Bruno. Le rapport numéro 27, il s'agit de convention d'objectifs et de financement dans le dispositif accueil adolescent entre la Caisse d'allocation familiale et la communauté de communes. Vous le savez, nous avons en décembre 2025 approuvé une convention territoriale globale qui englobe l'ensemble des communes de notre territoire. Cette convention territoriale globale qui nous permet justement de pouvoir avoir des conventions d'objectifs. La branche famille a structuré son action auprès des accueils de loisirs sans hébergement autour des objectifs de conciliation entre vie familiale, vie professionnelle et sociale, l'épanouissement, la sociabilisation et la prise d'autonomie des enfants et des adolescents, et la lutte contre les inégalités en matière de réussite éducative. Le projet de convention que vous avez en annexe, donc pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030, prévoit un financement de la CAF de Vaucluse au bénéfice de l'accueil adolescent de la communauté de communes. J'en profite pour saluer la CAF qui, depuis la mise en place de ce dispositif et de la signature de la CTG, a pu verser plusieurs millions d'euros à notre territoire pour accompagner les politiques de jeunesse. Et donc, je vous ai proposé à approuver les termes de la convention d'objectifs pour l'accueil adolescent, tel que vous l'avez, et m'autoriser à signer la convention. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Mossy. Très brièvement, Monsieur le Président. Je crois que je l'ai déjà évoqué. Je participe au comité départemental de la petite enfance depuis plusieurs années et on a observé lors du dernier diagnostic du département, il y a 2 ans, que les intercos qui avaient pris la compétence petite enfance, famille et parentalité avaient des services plus adaptés sur les territoires. Je crois que sur, je ne veux pas dire de bêtises, sur 10 ou 11 CPI que compte le Vaucluse, nous ne sommes plus que 2 à ne pas avoir cette compétence. Pour ma part, je le regrette car ça favoriserait une meilleure prise en charge de tout le problème de la famille et de la parentalité. C'est peut-être quelque chose à étudier pendant le mandat. Oui, mais vous parlez du service public de la petite enfance et sur les 13, puisqu'on est 13, ni 10, ni 11, mais les 13 EPCI de Vaucluse, en effet, la question du service public de la petite enfance, je rappelle quand même que même s'ils ont fait un débat au sein de l'Assemblée nationale, les décrets d'application n'ont pas tous été signés, et que ceux qui s'en sont investis, c'est qu'ils avaient une volonté autour de cela.
J'entends ce que vous dites. Le rapport parle des adolescents et pas de la petite enfance. Et sur la question de la petite enfance, je rappelle quand même que les dispositions du gouvernement et du président de la République ont quand même allégé considérablement les transferts de compétences. Désormais, il suffit d'une seule commune pour transférer la compétence de la petite enfance dans le cadre de périmètre de la commune pour pouvoir l'exercer. Voilà. Donc c'est le débat que nous pouvons avoir. Voilà. Est-ce que c'est le moment? Je ne suis pas certain que ce soit le moment. Autant ça l'était il y a 2 ou 3 ans. En ce moment, c'est un peu plus compliqué, puisque pour vous dire une anecdote que tout le monde sait, c'est qu'aujourd'hui, nous avons plus de berceaux vides à la crèche de Bolène que ce que nous avions il y a 2 ou 3 ans. Avant, nous avions des listes d'attente, nous n'avons plus aucune liste d'attente et nous avons des places considérables. Voilà. Parce que, en fait, contrairement à ce que vous évoquez, la démographie de ce pays est en train de diminuer très fortement. Nous perdons à peu près, dans des écoles comme Curie, où nous avions des moyennes de 30 gamins de plus par an, nous perdons chaque année, nous avons perdu sur les 5 dernières années, par exemple, à l'école Curie, 127 gamins. Nous avons des groupes scolaires comme Joseph Dufaux à Bolène, qui accueillait 70 à 80 gamins, dont l'école aujourd'hui, j'ai honte de vous le dire, ne compte que 34 élèves. Voilà. Donc on a quand même un problème de démographie, mais qui est un problème national et qui touche plus fortement la ruralité que les pôles urbains comme les nôtres, parce que vous le savez, on ne va pas refaire le match, et le maire de la Motte du Rhône, pour le dire mieux que moi, quand il a perdu son école en 2005, dès lors que vous avez des démographies, les rapports se réorientent pour faire en sorte de... Voilà. Donc on gagne des classes, on a eu cet effet un peu ciseau au moment où le président de la République a demandé les dédoublements des classes de CP, CE1, où il a voulu passer de 34 écoliers à 17 ou à 16 en dédoublant. Je rappelle que cette décision a coûté plusieurs centaines de milliers d'euros à la collectivité, où l'année d'après, on a appris que ces classes n'étaient plus dédoublées, et où on avait fait des classes toutes neuves l'année d'avant pour finalement avoir plus personne dedans, voilà, au passage. Donc la question du service de la politique publique de la petite enfance, c'est un sujet éminemment important. Je rappelle que l'intercommunalité s'en saisit, ou du moins est complémentaire avec les politiques des projets éducatifs territoriaux de chacune de nos communes, et que nous le travaillons au global, du berceau jusqu'à la majorité, puisque du berceau jusqu'à la majorité, nous avons un accompagnement extrêmement important. Et je salue au titre de l'intercommunalité le relais petite enfance qui joue un rôle majeur, qui a remplacé la maison des assistants maternels, le MAM, et qui joue un rôle majeur dans l'accompagnement des assistants maternels de notre territoire. On peut ici travailler sur ce sujet. Moi, je suis totalement ouvert sur la petite enfance, mais je l'étais plus le mandat dernier. Les chiffres et la démographie à la baisse m'amène à penser que nous aurons dans quelques années, je pense d'ici la fin du mandat, des problématiques. Et nous, chez nous, à Bolène, par exemple, l'école de la Croisière et l'école de Saint-Blaise sont des problématiques très très importantes. Et heureusement d'ailleurs qu'on a des Lapalluciens et qu'on a des Lamotois qui viennent à l'école de la Croisière. Sinon, je pense que cette école aurait été transformée depuis un petit moment en parc public. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce sujet. Donc c'est quand même une vraie préoccupation. Donc plutôt dire aux Français de faire des enfants, plutôt que de transférer des services publics de la petite enfance. Voilà. Voilà, merci pour ce commentaire. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Qui s'abstient, qui est contre à l'unanimité? Je vous remercie. Le rapport 28, c'est une volonté de la préfecture et de la direction départementale des finances publiques de procéder à la dissolution de l'ASA des Digues du Rhône. C'est une association syndicale d'arrosage des Digues du Rhône dont le siège se situe à Mornas, qui est en sommeil depuis plus de 15 ans et pour lequel la direction générale des finances publiques nous a demandé de revoir ce sujet. Il y avait donc sur l'ASA Digues du Rhône un solde bancaire créditeur de 30,84 € qui sera repris par la communauté de communes Rhône-Metz-Provence. J'espère que Madame le maire de Mornas ne prendra pas ombrage de ces 30 €. Nous sommes appelés à délibérer pour approuver la dissolution et de m'autoriser à signer ce document se rapportant à ce rapport. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre à l'unanimité? Je vous remercie. Le rapport numéro 29, il s'agit de désigner les représentants à la commission intercommunale des impôts directs. Vous le savez, le Code général des impôts prévoit qu'il y ait des assemblées, des institutions de commission intercommunale des impôts directs dans les EPCI à fiscalité professionnelle unique, ce qui est notre cas. Cette commission est composée de 11 membres. Le président et 10 commissaires. Les commissaires doivent avoir des conditions particulières, majeures, jouir de leurs droits civils, être français, ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, être inscrit au rôle des impositions directes locales de l'EPCI, être familiarisé avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux de la commission,
Et donc, il est proposé 20 noms pour les commissaires titulaires et 20 noms pour les commissaires suppléants. Et vous avez donc la liste des commissaires qui sont proposés. L'ordre n'est donné qu'à titre récapitulatif et ne lie en rien la décision du directeur des finances publiques. Voilà. Je rappelle que cette commission, même si elle est sympathique et agréable, dépossède totalement l'élu. Je le dis, c'est un petit coup de gueule, mais on passe des heures à éplucher des valeurs locatives de parcelles où à la fin, même quand on demande des modifications, à la fin, elles sont jamais appliquées. Voilà, je ferme la parenthèse. Non, parce qu'on perd un temps fou avec ces trucs-là, mais franchement. Voilà. Donc, qui s'abstient, qui est contre, dossier adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Le rapport numéro 30, vous le savez, toutes les entreprises ou tous les groupes qui font appel à des sociétés d'enlèvement des ordures ménagères peuvent demander l'exonération. Donc, on doit le faire l'année N-1. Donc, pour 2027, nous avons la liste de l'ensemble des entreprises qui nous ont dit faire appel à l'évacuation des déchets eux-mêmes par des contrats d'enlèvement, donc principalement des sociétés ou des SCI, et vous avez l'État, voilà. Et vous êtes appelé à approuver l'exonération et m'autoriser à signer le rapport pour ce rapport numéro 30. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous en remercie. Le rapport numéro 31, c'est un marché d'exploitation du réseau de transport urbain bolénois qui s'appelle comme tel, même si le transport urbain de Bolène a été, depuis 2021, géré par la communauté de communes. Il s'agit d'une procédure d'appel d'offres ouvert qui a fait l'objet d'une commission d'appel d'offres qui s'est réunie le 10 juin dernier et qui a désigné l'offre économiquement la plus avantageuse suivante, les cars au rang, avec un montant minimum et un montant maximum au regard d'une attribution qui a fait l'objet de toute notre attention. Voilà, je rappelle que c'est un marché, un accord cadre qui est conclu à compter du 1er septembre 2026 pour une durée initiale de 2 ans. Il est renouvelable 2 fois par période successive d'1 an pour une durée totale maximale de 4 ans, sans que son terme ne puisse être postérieur au 31 août 2030. Voilà le cadre de la durée d'exécution du marché. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Toujours sur ce sujet, il s'agit d'un marché de fourniture et de postes d'abri voyageurs, de poteaux d'arrêt, d'accessoires et de dépôts de mobilier existants. Au regard des nouveaux schémas que nous avons pu faire, notamment sur la mobilité, il convient donc d'attribuer ce marché à la société Rousseau suite à une procédure d'appel d'offres ouvert qui a fait l'objet d'une commission d'appel d'offres qui s'est réunie le 10 juin également pour un montant minimum annuel hors taxe de 50 000 € et de 200 000 € hors taxe pour le montant maximum. Que c'est un accord cadre qui est conclu à compter de sa notification pour une période d'1 an, reconduit de façon express 3 fois 1 an, sans que la durée du marché ne dépasse 4 ans. Cet accord cadre nous donnera lieu à l'émission de bons de commande au fur et à mesure des besoins sur la création d'arrêts de bus, sur la modernisation de certains abribus, etc. etc. Le conseil communautaire est appelé à délibérer pour approuver la procédure d'appel d'offres et à m'autoriser à signer le marché public ainsi attribué par la commission d'appel d'offres et tout document se rapportant à ce rapport. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Le rapport numéro 33, il s'agit d'une convention de groupement de commandes. En effet, notre collectivité Rhône-Lens-Provence et la ville de Bolène ont décidé de passer un marché commun de travaux d'entretien et de réfection des voiries, des espaces communaux et intercommunaux. Voilà, je le disais il n'y a pas très longtemps, mais je le redis, les impacts de tout ce conflit international sur la question du pétrole et donc sur la question des enrobés impactent les linéaires d'enrobés que nous mettons dans nos routes. Et nous avons fait le choix, la ville de Bolène et l'intercommunalité, de mutualiser la passation d'un marché pour permettre d'avoir des prix au regard du linéaire en kilomètres que nous souhaitons poser chaque année. Et donc, il convient d'approuver les termes de la convention du groupement de commandes, de m'autoriser à adhérer, la communauté de communes à adhérer au groupement de commandes et de dire en sorte que le coordonnateur de ce groupement de commandes sera la communauté de communes et enfin de m'autoriser à signer
la dite convention du groupement de commandes et tout document se rapportant à ce rapport. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Le rapport 34, c'est une bonne nouvelle. Écoutez, il n'y en a pas souvent, donc on va le dire. Nous avons eu un surplus de 290 000 euros de fiscalité qui a été versé par l'État et le budget s'est établi comme tel autour de ces 290 000 euros de recettes. Donc bon, on s'est tapé sur l'État, mais quand on a un peu plus de fiscalité qu'attendu. Voilà. Et donc tout l'équilibre de l'investissement et du fonctionnement se fait, vous le voyez, avec des chiffres qui tomberont parce qu'ils viennent équilibrer cette arrivée de 290 000 euros qui n'était pas prévu au budget, qui est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport numéro 35, c'est une remise gracieuse de dette. Je tairai la personne que vous avez sur le rapport. Son papa est décédé et par conséquent, comme nous le faisons, nous devons délibérer pour remettre gracieusement la dette suite au décès, des factures de portage de repas. Et donc, il vous est proposé d'approuver la remise gracieuse de dette et de m'autoriser à signer tout document se rapportant à ce rapport. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Le rapport numéro 36, il s'agit de mise à disposition d'un agent intercommunal auprès de la commune de Bolène à compter donc du 1er juillet. Il s'agit d'approuver les termes de la convention donc du 1er juillet au 31 décembre, tel que jointe, et enfin de m'autoriser à signer cette convention. Donc cette personne sera chargée de la structuration, de l'organisation et du suivi de fonctionnement du magasin unique de la commune de Bolène, incluant la gestion des stocks, la coordination des approvisionnements et l'optimisation des moyens. Il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport numéro 37, il s'agit cette fois du renouvellement de la convention de mise à disposition d'un agent de la CCRLP auprès de la commune de La Palue. C'est donc la CCRLP qui verse à la commune de La Palue pour un agent dont vous avez le nom pour la période du 1er septembre au 3 juillet 2027 pendant la période scolaire à hauteur de 208,5 €. Il vous est proposé d'approuver les termes de la convention et de m'autoriser à signer la dite convention. Bien évidemment, cela s'inscrit dans le cadre de l'entretien des équipements scolaires et elle est chargée d'assumer la surveillance des enfants sur le temps méridien dans les écoles de La Palue avant ce transfert. Et donc, il convient de renouveler cette convention que nous faisons régulièrement. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous en remercie. Le rapport numéro 38, il s'agit de la création d'un service commun sur la direction des ressources humaines à compter de demain, du 2 juillet 2026, sur une convention entre la communauté de communes et la commune de Bolène, de pouvoir créer un service commun autour de la direction des ressources humaines et d'approuver la création du service commun, d'approuver les termes de la convention relative au service commun et de m'autoriser à signer cette convention et tout document se rapportant à ce rapport. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Mossy et ensuite Monsieur Favalier. Oui, est-ce qu'on pourrait avoir connaissance de l'avis du comité social territorial? C'est la première chose. Et la deuxième chose, on est le 30 et on met en place le premier, quoi, pratiquement. On est le premier et on met en place le 2, quoi. Ça veut dire que si l'Assemblée disait non, je ne vois pas comment ça se passerait au niveau du personnel. Et je trouve qu'on n'anticipe pas beaucoup ce genre de choses. Alors, si l'Assemblée dit non, le 2, il n'y a absolument rien, puisque c'est l'Assemblée qui est souveraine, et qu'en effet, on ne peut pas la mettre en application aujourd'hui, on la met en application demain. Le comité social territorial s'est réuni 2 fois à ce sujet pour présenter les services communs que je vous ai proposés. Il s'agit donc d'un comité social qui a donné un avis positif et qui rentre dans le cadre de ce que nous devons, à mon avis, faire à l'échelon national. C'est un avis personnel, mais que je vous partage, parce que l'année la plus dure pour les collectivités, ce sera l'année prochaine, avec un projet de loi de finances qui va être catastrophique, puisqu'on va commencer à payer la Covid-19 l'année prochaine, année du président de la République qui ne sera plus candidat, et donc qui a décidé que les projets de loi de finances allaient couper, pas la tête, mais en tout cas couper les subventions aux collectivités et aux entreprises, puisque les deux sont impactés, et qu'au moment où je vous parle, dans le projet de loi de finances qui a fait l'objet de débats au travers des associations d'élus, il n'est toujours pas bouclé. Voilà. Il nous manque des recettes pour boucler le projet de loi de finances 2027, donc il y en a d'autres qui vont... voilà. Et donc dans ce monde un peu mondialisé des collectivités, si nous n'arrivons pas à créer des économies d'échelle, des rationalisations, puisque
je le dis très librement, aujourd'hui, cette direction des ressources humaines possède 2 directrices et demain, ce service possédera qu'une seule direction. Donc, on vient rationaliser des coûts pour permettre justement de vivre, je dirais, comme on le doit au travers des centaines d'agents que nous avons. Et si nous ne prenons pas cette trajectoire, nous avons vocation à réduire notre personnel et donc à réduire la qualité du service public. Voilà, parce que j'entends beaucoup de gens qui disent il faut réduire le personnel. Voilà, moi je crois que le service public ne vit que par le personnel et qui font un travail remarquable. Et donc il faut, je crois, que l'on puisse le faire. Et il s'avère ici que c'est des services support et qui sont importants et qui feront l'objet, je pense, d'une mutualisation. Alors la ville de Bolène participera financièrement de ce service support qui sera piloté donc et qui sera porté par la communauté de communes. Et bien évidemment, c'est un service commun. Toutes celles et tous ceux dans les communes membres qui souhaiteront demain porter dans des modules, puisque vous avez compris dans la délibération, vous avez des modules gestion de carrière, paix, etc., qui déclinent l'activité des ressources humaines, de pouvoir le faire. Voilà. Monsieur Favali. Oui, là, je salue l'initiative aussi. Je voulais connaître la clé de répartition entre Bolène, la mairie de Bolène et la CCRLP. Et très concrètement, ça veut dire une économie pour l'Interco, c'est bien ça? Oui, c'est une rationalisation. Donc, bien évidemment, moi, j'aime pas trop parler d'économie, parce que quand on parle d'économie, on a des humains en moins dans ce moment où on a de l'intelligence artificielle, etc. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que nous gagnons un poste d'équivalent temps plein sur la question de la mutualisation des ressources humaines. Et j'ai souhaité que cet équivalent temps plein puisse être mobilisé dans le cadre du dialogue social. Voilà. Donc nous aurons, même si nous gagnons un poste, la création d'un poste dédié au dialogue social pour les 2 collectivités. La clé de répartition, elle se fera à l'acte, c'est-à-dire à l'action qui sera portée dans le cadre des ressources humaines. Donc la première chose, c'est d'identifier, de quantifier tout cela, et ensuite, ça sera une répartition qui sera faite comme on l'a fait sur l'instruction des droits d'urbanisme, comme on l'a fait dans le service commun de la commande publique, où chacun, en fonction du nombre de marchés qu'il produit, il y a une clé qui est faite. L'intérêt de ce service commun, je le redis, c'est qu'il a cette légèreté, cette souplesse qui fait que le jour où on veut tous reprendre nos billes, il s'agit de délibérer, et même si on délibère, ça va faire sourire M. Mossy, le 30 pour le premier, tout le monde récupère ses agents dans sa collectivité. Voilà. Qui s'abstient? M. Mossy. Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. La question numéro 39, il s'agit cette fois du service commun de l'administration générale. Administration générale qui prend un nom voilà, pour couvrir plusieurs thématiques que vous avez pu voir dans les rapports, l'informatique, etc., avec des modules qui permettent à certains d'y rentrer. Je sais que tout le monde n'a pas forcément besoin d'un pôle de secrétariat général avec la production d'arrêtés municipaux ou autres, mais qui a peut-être besoin que d'un volet informatique pour avoir un prix sur un volet informatique, etc. Donc ça se fait à la carte, c'est porté dans les mêmes conditions que le service commun, voilà, et ça prend effet le 1er septembre 2026. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Toujours la même question, Monsieur le Président, l'avis du comité favorable. Social territorial? Favorable. Ils m'ont dit le contraire, c'est bizarre. Non. Et il a été... Non, mais parce que vous savez, c'est très facile. Quand on est dans l'opposition, c'est très facile de critiquer. Vous en êtes un exemple. Mais quand on est aux responsabilités, on fait les choses proprement. On a eu un comité social lundi dernier, dont le collège des élus ont voté favorablement. Le personnel a décidé de quitter la séance. Voilà. J'ai reconvoqué, parce que vous savez qu'il y a des élections professionnelles syndicales qui ont lieu au mois de décembre. Voilà, j'en ai reconvoqué un cet après-midi. Et cet après-midi, nous étions 2 représentants du personnel et 3 représentants des élus. Et nous avons voté favorablement dans ce siège-là, les 3 élus et les 2 du représentant du personnel. Donc voilà pour ce qui est. Donc vous êtes sûrement mal informés. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Abstention de M. Mossy. Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Et enfin, la création du service commun cabinet à compter du 1er septembre 2026. Il convient donc de créer un service commun mutualisé uniquement entre la ville de Bolène et la communauté de communes, puisque vous savez que
les collaborateurs de cabinet et les emplois de cabinet sont régis par un nombre d'habitants et que seule la ville de Bolène et la communauté de communes peuvent prétendre à des collaborateurs de cabinet, et donc de créer ce service commun à compter du 1er septembre 2026 et avec un avis favorable du comité social cet après-midi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Rapport numéro 41, il s'agit de la modification des statuts de la CCRLP à compter du 1er janvier 2027. Il s'agit d'une compétence relative à l'exploitation d'une licence de cinéma au sein d'un équipement reconnu d'intérêt communautaire. Il convient, vu le Code général des collectivités territoriales, considérant la reconnaissance de l'intérêt communautaire du cinéma, donc reconnaissance de l'intérêt communautaire du cinéma que nous avons acté le 27 février 2024, puisque je vous rappelle que le cinéma a été reconnu d'intérêt communautaire pour permettre la création de la deuxième salle de cinéma, et dont l'exploitation était jusqu'alors assurée par une association dans des locaux municipaux de la commune de Bolène, située dans l'aile ouest en rez-de-chaussée de l'hôtel de ville indépendant des services municipaux, mais communiquant les locaux intercommunaux du bâtiment et la manufacture. Considérant les difficultés de gestion financière rencontrées par l'association Cinébol et présentées lors de leur dernière assemblée générale, considérant la volonté de préserver l'exploitation de la seule licence de cinéma du territoire au sein des équipements des gens reconnus d'intérêt communautaire et de garantir le maintien du service au public de ce cinéma pour l'ensemble des habitants de notre territoire, il est proposé de modifier les statuts de la communauté de communes afin d'intégrer la gestion de l'exploitation de la licence de cinéma. Et vous êtes donc appelés à délibérer pour approuver cette modification des statuts de la communauté de communes à compter du 1er janvier 2027 afin d'exercer la compétence exploitation de la licence du cinéma, de préciser qu'à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de 3 mois pour se prononcer sur la modification envisagée. À défaut de délibération, dans ce délai, sa décision sera réputée favorable, et enfin de m'autoriser à signer tout document se rapportant à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Andréone. Donc, je voudrais juste savoir, par rapport à l'association Cinébol, comment ça va se passer si nous, on en reprend la gestion complète? Monsieur Mossy. Ça fait partie des questions. Moi, il y a plusieurs points qui m'interpellent. Bon, je n'ai pas assisté cette année à l'Assemblée générale de Cinébol. J'ai assisté régulièrement. Il y a certains membres de ce conseil qui fréquentent la salle. Déjà, la rédaction du rapport 41 me surprend. Il y a le contenant qui est les salles. Alors, si j'ai bien compris, parce que je ne suis pas professionnel et je ne suis pas tout le temps à la communauté des communes, il y a une salle qui appartient à l'Interco, une salle qui appartient à la mairie de Bolène. Et il y a une licence qui couvre le tout. Mais les rideaux, l'écran, les fauteuils sont de la propriété de Cinébol, je pense. Alors, en clair, le contenant, c'est à nous, mais le contenu, il est à l'association. Et quand je lis gestion financière rencontrée, je suis allé par curiosité regarder les comptes de l'association. Il y a 115 000 euros de liquidité pour 7 800 euros de dettes. Les dettes, c'est des dettes sociales et des dettes fiscales. Toute entreprise, quand elle clôture, elle doit toujours un peu de TVA et un peu de social. Donc 6 000 euros, ce n'est pas dramatique. 7 800 euros avec les charges constatées d'avance. Donc la situation financière, quand on dit une situation financière difficile, voilà. Et on va voir que tout à l'heure, on va voter une subvention de 13 000 euros pour que le cinéma tourne, si j'ai bien compris. Je ne suis pas un expert, mais je crois avoir compris ça. C'est la délibération suivante, on vote 13 000 euros. On a voté un tas de subventions jusqu'à maintenant, de montants à peu près similaires. Cette association, elle existe depuis des années. Elle propose un programme de qualité. Beaucoup s'y retrouvent culturellement. C'est sûr que ce n'est pas une fonction de public, mais c'est une fonction culturelle. Et je me demande, je me permets de me poser la question à moi-même, est-ce qu'en tant qu'élu, on fera mieux qu'une association qui s'occupait très bien de ce cinéma jusqu'à maintenant? Voilà, c'est tout. Je suis un peu surpris de la manière dont est fait la délibération, parce qu'elle mélange le contenu et le contenant. Les salles,
le matériel, les fauteuils appartiennent à l'association. Ils n'appartiennent pas à la commune. Renseignez-vous bien. Et aujourd'hui, sur le bilan de l'association, est-ce que je dis des mensonges quand je dis qu'il y a 115 000 euros de liquidité? Est-ce qu'il y a 115 000 euros de liquidité? C'est oui. Elles sont pour 8 000 et quelques, 87 000 euros et 28 000 euros sur des comptes rémunérés, et il y a 8 000 euros de compte courant. Il m'a fallu 2 minutes pour regarder. Je ne pense pas dire de bêtises, ou alors je ne sais plus lire un budget, ce qui est possible. Bien, d'abord, je vais répondre à Madame Andréon. L'association du Cinébol, ce n'est pas notre problème. Nous ne faisons pas d'ingérence dans le Cinébol. Ce qui nous intéresse, c'est le cinéma du CLAP. Et ça, c'est très important. Parce que le Cinébol vivra après cette délibération, et autant d'années qu'il voudra. D'ailleurs, sa gestion financière et la vie de l'association ne nous importent peu. Ce qui nous importe, c'est la question de la vie financière du cinéma. La deuxième chose, c'est que nous n'avons pas choisi ce rapport et cette question, qu'elle émane d'une demande suite à une situation difficile financièrement, qui n'est pas celle que vous relatez, et qui est loin d'être celle que vous relatez. Voilà. Et qui, d'ailleurs, fait l'objet de discussions depuis quelques semaines avec le liquidateur judiciaire, qui ne dit pas du tout les mêmes chiffres que vous. Le cinéma a été déficitaire de 12 000 euros en 2023, a été déficitaire de 48 000 euros en 2024, et a été déficitaire de 31 000 euros en 2025. Et à cela s'ajoute, je vous le dis, puisque les 2 salles sont à la communauté de communes, contrairement à ce que vous dites, là aussi vous êtes mal renseigné, que le matériel de la 2e salle de cinéma est propriété de la communauté de communes, là aussi vous êtes mal renseigné, et donc quand on évoque un sujet, il faut le maîtriser. En ce qui concerne l'entretien, nous prenons 70 000 euros par an d'entretien de nettoyage des salles. Voilà. Donc là encore une fois, vous parlez de choses que vous ne maîtrisez pas. Et la fuite est la meilleure réponse, vous en avez l'habitude. En ce qui concerne la 2e salle de cinéma, nous avons 650 000 euros de 2e salle. Et 650 000 euros de 2e salle, c'est le montant d'argent public que nous avons mis pour réaliser la 2e salle de cinéma. Et donc, par conséquent, on peut critiquer, on peut commenter, comme même faire M. Mossy, mais dans la réalité, les chiffres sont beaucoup plus têtus. Voilà. Et d'ailleurs, je crois qu'il en a bien conscience, puisqu'il ne s'agit pas de faire des coups de menton et des effets d'annonce, il s'agit d'avoir les vrais chiffres, comme mentir sur l'avis du comité social. C'est quand même très bas, et ça ne rehausse pas le débat public. Voilà. Donc je suis très à l'aise ici pour dire que malgré l'engagement du Cinébol, et je l'ai dit en Assemblée Générale, j'ai porté d'ailleurs, je vous le dis, à l'Assemblée Générale du Cinébol, aucun débat, j'ai porté le message de l'ensemble des 5 maires du territoire intercommunal, et cette délibération, qui fera l'objet d'un vote en conseil municipal des 5 communes, démontrera que la décision qui est prise n'est pas la décision du président Zilio, mais la décision de l'ensemble des maires du territoire, puisque le transfert ne peut avoir lieu que si l'ensemble des conseils municipaux délibèrent. La véritable question, c'est de savoir si on souhaite qu'il existe sur un territoire de 26 000 habitants encore un cinéma. La question s'est posée, la réponse que nous avons portée, c'est celle d'avoir un projet. Voilà. Le cinéma nous n'avons pas vocation à récupérer un déficit. Nous avons vocation à récupérer un projet, et je suis très clair là-dessus, et contrairement encore à ce que dit M. Mossy, puisque les subventions annuelles étaient de 34 000 euros, et cette année, elle n'est que de 13 000, ce montant, vu avec la coordination de la présidence du cinéma, permet de faire en sorte d'arriver au 31 décembre 2026 et de finir l'année sans qu'il y ait de casse sociale. Parce que derrière des décisions politiques, il y a des salariés, parce qu'il y a des usagers, parce que c'est un service public. Et que notre rôle, c'est pas de lancer des paroles en l'air,
c'est d'assurer avec le sérieux. Voilà. Donc il y a ce travail qui est fait par la Direction générale des services, qui est un travail qui est fait en lien avec la Direction départementale des finances publiques, qui est en lien fait avec la Direction des relations aux collectivités par la préfecture. Et cette délibération a été présentée comme telle. Le modèle actuel ne permet plus d'assurer l'équilibre de l'exploitation. Malgré les 70 000 euros de finances publiques, je rajoute les 15 000 du département, les 75 000 euros d'entretien que nous prenons à notre charge alors que c'est le cinéma qui devrait le prendre, nous voyons que si nous alourdissons les factures, l'équilibre n'est plus là. Voilà. Et je crois savoir que depuis que cette délibération a été rédigée, il y a en plus un conflit social qui plane sur ce cinéma avec un recours au prud'homme, qui viendra faire porter une provision dont le Cinébol ne pourra plus porter dans les prévisions au regard des finances. Voilà. Donc on peut essayer de vouloir, moi j'ai rien, absolument rien contre le Cinébol et sa programmation, si bien qu'on a vu passer des exercices déficitaires sans jamais rien dire. Nous avons été saisis par le Cinébol pour étudier cela et nous avons répondu aux 5 voix des 5 maires du territoire, oui, pour le faire. Voilà la véritable histoire de cela. Moi, j'ai pas de volonté outre que celle de pouvoir répondre à ce que cette salle de cinéma, dont je rappelle quand même qu'on a mis près de 700 000 euros d'argent public, ne soit pas fermée demain. Voilà. Et je pense que c'est notre responsabilité. Et pour permettre de répondre à un besoin de service public. Voilà. Donc c'est ce que j'ai dit. Et puis, voilà. Donc la question du Cinébol, il vivra comme toutes les associations qui ont un bureau et qui décideront de continuer leur activité. Par contre, ce qui est certain, c'est que le cinéma continuera de vivre et que, par conséquent, j'ai dit 2 choses. La première, c'est qu'il y a des conventions de mise à disposition qui sont faites par la communauté de communes au cinéma pour mettre à disposition les 2 salles. Cette convention de mise à disposition tombera par avenant dès lors que la communauté de communes en sera gestionnaire et que, au regard des finances et de la demande, il est mis fin à la convention d'objectifs que nous ne re-signerons pas, qui est tombée au mois de mars 2026, puisque vous savez que dès lors qu'on verse plus de 30 000 euros de subvention, il faut une convention d'objectifs. La délibération de ce conseil de modestement 13-14 000 euros, il n'y a pas besoin de convention d'objectifs, donc nous financerons ce que nous devons financer. Voilà ce qu'il en est de cette question-là, et ça me donne l'occasion de saluer quand même l'ensemble des bénévoles qui travaillent depuis de nombreuses années dans ce cinéma, qui est un cinéma art et essai, qui fait un travail remarquable et qui permet à des plus jeunes, à des plus anciens de pouvoir disposer d'une programmation de films qui voilà, fait la renommée du CLAP depuis nombreux. Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité, puisque M. Mossy n'était pas là pour voter. Et je vous propose le rapport 42, qui est une subvention annuelle de fonctionnement à l'association Cinébol. Je ne peux pas être plus transparent que ça. Dans le devoir de conseil et d'information aux élus, cette subvention permet de finir l'année. Et donc, il vous est proposé une subvention de fonctionnement d'un montant de 13 000 euros pour l'année 2026, ce qui permettra de finir l'année. Et je demande aux membres du Cinébol de quitter la salle. Je soumets aux voix. Qui s'abstient, qui est contre, dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport 43, c'est le rapport annuel du SPANC. Vous l'avez certainement, vous en avez pris connaissance. Ah oui, pardon. Je vous présente le rapport 43, pardon. Le rapport du SPANC 2025. En 2025, le SPANC a donc couvert et recensé 1885 installations d'assainissement non collectif qui représentent 3631 habitants, soit 15% de la population intercommunale, qui n'est pas raccordée à l'assainissement collectif. L'activité 2025 s'est traduite par 165 contrôles d'installations existantes, 19 contrôles de conception, 18 contrôles de bonne exécution des travaux. Et donc le service obtient un indice réglementaire de mise en œuvre de 100%, attestant que l'ensemble des missions obligatoires du SPANC est assuré sur notre territoire. Les contrôles, attention quand même, mettent toutefois en évidence un besoin important de réhabilitation des installations anciennes.
La majorité des dispositifs contrôlés présentent des non-conformités. Alors vous savez qu'il y a un décret qui en octobre chaque année est publié pour expliquer comment doit être une installation, et c'est de plus en plus péchu, et donc à chaque fois certains peuvent sortir, mais on observe aussi une part susceptible de présenter un risque pour la santé ou l'environnement, et donc je vous le dis, chaque année j'adresse à l'ensemble des maires de notre territoire, dans le cadre de leur pouvoir de police, la liste des installations qui présentent un risque pour l'environnement afin qu'ils fassent cesser ce risque. Cette année, la CCRLP a poursuivi le programme de contrôle réglementaire, le suivi des installations, l'accompagnement des usagers et la préparation du renouvellement du marché de prestations qui arrive à échéance à l'été 2026 et que nous allons renouveler, relancer. Il vous est donc proposé de prendre acte de la présentation du rapport sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement non collectif. Est-ce qu'il y a des questions? Je vous remercie. Le rapport 44. Il s'agit d'une convention entre la CCRLP et l'association Le Pied à l'Étrier pour la gestion de la ressourcerie. La CCRLP s'engage à verser au Pied à l'Étrier une contribution financière sur la base de 100 € par tonne réemployée plafonnée à 15 000 € dans le cadre de l'activité de gestion de la recyclerie. L'objectif étant de détourner le plus de déchets possible de l'enfouissement et donc de pouvoir donner une seconde vie à des objets. La convention est conclue pour une durée de 5 ans à compter du 1er juillet 2026 et le Conseil communautaire est appelé à délibérer pour approuver les termes de la convention à intervenir entre la CCRLP et l'association Le Pied à l'Étrier telle que jointe à la présente délibération, apportant notamment affectation d'une contribution financière sur la base de 100 € par tonne réemployée. Depuis la création de la ressourcerie, on a atteint le millier de tonnes d'outils réemployés. C'est autant de tonnes de déchets qui n'ont pas été traités à la déchetterie, qui n'ont donc pas été soumis à la fiscalité des contribuables de notre territoire. Donc je pense que c'est quand même intéressant à dire et à développer. Vous êtes invité à m'autoriser à signer la convention et dire que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget en cours. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Je me dois de vous présenter le rapport 45 sur la qualité du service public d'élimination des déchets ménagers. Vous dire peut-être que le rapport annuel sur le prix des déchets pour l'exercice 2025 présente donc le fonctionnement. L'année 2025 confirme la bonne organisation du service avec la collecte des ordures ménagères assurée par le prestataire Nicolin, la collecte des emballages carton et une partie des flux désormais réalisés en régie par les équipes communautaires et le traitement des déchets confiés au CIP auquel la CCRLP adhère depuis 2022. Le rapport met également en évidence plusieurs évolutions importantes, le renforcement de la gestion en régie, je viens de le dire, une valorisation accrue des déchets grâce au centre Ciproval qui transforme les déchets non recyclables en combustible solide de récupération, réduit les tonnages enfouis et contribue à la transition énergétique. C'est depuis la création de Ciproval près de 60 000 tonnes de déchets qui ont été revalorisés plutôt qu'enfouis à Roussas comme on le faisait. Donc c'est un bel outil de valorisation, des infrastructures modernes de tri, permettant le tri de l'ensemble des emballages recyclables dans une même colonne et l'optimisation logistique grâce aux quais de transfert. Enfin, le développement de la prévention des déchets, le déploiement de composteurs, les nouvelles colonnes à carton, les colonnes spécifiques, sapins, textiles, déchets verts, les actions de sensibilisation dans les écoles. Enfin, une gouvernance active illustrée par la réunion de la commission déchets en 2025 et sur le suivi régulier d'un plan de gestion, le plan local de prévention des déchets ménagers et assimilés, le PLPDMA. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce rapport. Ce rapport traduit la continuité du service public, l'amélioration progressive des performances environnementales et la volonté de la communauté de communes d'adapter son organisation aux exigences réglementaires. De toute façon, nous n'avons pas le choix et la TGAP est galopante. Voilà. Et puis, vous le savez peut-être, le président de la République a annoncé ce matin en Conseil des ministres que désormais la consigne de la bouteille plastique serait rendue obligatoire. Et donc nous devons adapter aussi notre modèle économique puisque désormais les citoyens iront dans les supermarchés pour gagner quelques centimes en ramenant leurs bouteilles d'eau plastique ou de soda et ne seront plus valorisés dans les colonnes jaunes comme c'était auparavant. Et donc je pense que c'est un mauvais signal envoyé à la population. Et c'est un avis personnel. Voilà, je vous propose donc de prendre acte de la présentation de ce rapport sur le prix et la qualité de la gestion des déchets. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Prendre acte, pardon, il n'y a pas de vote.
Enfin, le rapport 46, vous savez que nous sommes dans ces moments-là, jusqu'à la fin d'année, où le président de la République doit prendre un choix sur l'implantation d'une paire de réacteurs nucléaires de type EPR2 sur le site du Tricastin. La décision doit arriver avant la fin d'année. Et donc, je vous propose une motion de soutien à l'implantation de cette paire de réacteurs. Cette motion dépasse largement le cadre d'un simple vœu. Elle engage une vision de l'avenir de notre territoire et plus largement la souveraineté énergétique de notre pays. Il y a quelques semaines, à Saint-Paul-Trois-Châteaux, nous étions réunis, élus de tous bords politiques, représentant les entreprises, les acteurs économiques de la Drôme, de l'Ardèche, du Gard, du Vaucluse. Une mobilisation qui est d'ailleurs rare et qui mérite d'être soulignée, unanime à l'initiative du collectif interrégional économique pour affirmer une conviction simple que le Tricastin est prêt à accueillir les futurs réacteurs EPR2. Cette unité est un signal fort et nous sommes très heureux que ce territoire puisse parler d'une seule voix. L'État doit l'entendre. Le Tricastin n'est pas un territoire qui découvre le nucléaire puisqu'il vit avec cette filière depuis plus de 70 ans. Il a accompagné toutes les grandes étapes de politique énergétique, même jusqu'à la décision du général de Gaulle de pouvoir installer des unités et de faire en sorte d'utiliser peut-être aussi la création du barrage hydroélectrique de Donzère-Mondragon en 1952, l'intérêt d'une filière nucléaire d'excellence du général de Gaulle, je l'ai dit, le plan Messmer à l'époque, qui a fait de notre territoire la première région française et européenne en termes de capacité de production électronucléaire, et puis aussi l'audace et le savoir-faire des industriels qui ont eu de cesse d'investir sur notre territoire. Aujourd'hui, cette histoire nous oblige. Elle nous oblige parce que les femmes et les hommes de ce territoire ont démontré leurs compétences, leur professionnalisme et leur capacité d'innovation. Elle nous oblige parce que nous faisons des politiques publiques que s'il y a des habitants, et pour qu'il y ait des habitants, il faut qu'il y ait des familles qui y travaillent. Elle nous oblige aussi parce que des milliards d'euros ont été investis ces dernières années pour moderniser les installations. Elle nous oblige parce que les 4 réacteurs de la centrale ont franchi avec succès leur visite décennale, qui démontre à la fois le niveau d'exigence et de sûreté de notre site, et qu'aujourd'hui la France a fait le choix de relancer le nucléaire. C'est un choix de souveraineté, je le disais, un choix climatique et un choix économique, et que notre pays a besoin d'une électricité décarbonée, pilotable et compétitive. Notre industrie en a besoin, nos entreprises en ont besoin, et nos concitoyens également. Et si la France a besoin de PR2, notre territoire possède toutes les qualités pour les accueillir, une réserve foncière disponible, une ressource en eau adaptée, un tissu exceptionnel industriel, des compétences reconnues, des centres de formation performants, une acceptabilité par la population forte et un écosystème économique déjà structuré autour de cette filière. Accueillir les EPR2 au Tricastin, c'est pas seulement construire des réacteurs, c'est conforter plusieurs milliers d'emplois existants, en créer de nouveaux, offrir des perspectives à notre jeunesse, renforcer l'attractivité de nos territoires et participer concrètement à la réindustrialisation de la France. Notre territoire a toujours répondu présent lorsque la nation en avait besoin. Aujourd'hui encore, notre territoire est prêt à prendre sa part. C'est pourquoi, chers collègues, je vous propose de voter cette motion avec conviction et je souhaite que notre Assemblée adresse par ce vote un message clair au Président de la République. Nous sommes prêts, les élus sont unis, les acteurs économiques sont mobilisés et les habitants sont au rendez-vous. Écrivons ensemble une nouvelle page de l'histoire énergétique française ici sur notre territoire. Voilà l'idée de cette motion que je vous ai pas lue mais dont le sens a été présenté dans mon intervention. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations particulières? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Il me reste à vous souhaiter de passer un très bel été et je vous remercie de votre présence.